Yann Goslan, un réalisateur auquel je me suis intéressé depuis la sortie d'Un homme idéal que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma à l'époque, et j'aimais beaucoup la construction du film. C'est pas une blague, hein, j'aimais vraiment la construction du protagoniste joué par Pierre Ninet. Ouais, j'ai oublié le nom, je suis désolé, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais j'aimais beaucoup le fait qu'il se serve d'un mensonge pour devenir célèbre alors qu'il a jamais réussi en tant qu'auteur, et que finalement ce mensonge, ça va l'endoctriner pour rendre le mensonge de plus en plus grave, de moins en moins contrôlable, à tel point que ça va amener à une conclusion inattendue, mais tout à fait logique avec le personnage. Oui, Un homme idéal est un film que je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu. Après, nous avons eu Boîte Noire, toujours avec Pierre Ninet en protagoniste, et j'avoue que j'aime encore plus Boîte Noire. Boîte Noire a mieux géré son intrigue, a un casting, ma foi, toujours aussi cool, hein. Revoir Pierre Ninet, c'est sympa. André Dussolier, j'avoue que je m'y attendais pas non plus. Même le côté enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'avion, les doutes par rapport à son couple, à ses amis, la parano, le jeu d'acteur, et même le côté du son que j'ai trouvé super bien géré par rapport au personnage de Pierre Ninet dans ce film. Mathieu, Boîte Noire c'était aussi un très bon film, voire meilleur. Donc quand arrive Vision et qu'on voit que la moyenne est plus basse, c'est pas très encourageant. Je vais pas non plus dire que Vision est très mauvais parce que ça serait un mensonge. Le film a de quoi un peu décevoir, notamment par rapport au précédent, mais en vrai ça reste quand même un bon film intéressant. Juste qu'il est beaucoup moins intéressant que ses deux prédécesseurs. Suivre Estelle, qui a retrouvé son amante, qui la perd quelques temps après en avoir profité. Ah, je vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce, hein, qu'on va suivre pour essayer de comprendre l'enquête. Mine de rien, je vais dire quelque chose de méchant et je m'en excuse, mais ça fait un peu scénario de téléfilm. Ah, je me souviens, il y a un téléfilm comme ça où il y a une gamine qui va à l'école, sa mère s'inquiète et puis tu vois quelques mois plus tard, oh elle est pas revenue, je suis inquiète, il faut que je la retrouve. J'ai eu peur que ça soit ça. Finalement, c'est pas totalement ça, mais déjà quand t'entends le scénario, tu te dis, ah ça part sur une espèce de scénario à la téléfilm déjà vu. Ouais. Après, ça arrive quand même à se rattraper sur d'autres points. Mais bon, si je devais parler de défauts, il y a une scène que je trouve bizarre pour ma part, c'est le travail du son quand Estelle elle est dehors à se concentrer sur les bruits et de suivre les pas. Je ne suis pas allergique à l'idée qu'on soigne autant le son, je suis même pour. J'aime beaucoup le travail du son dans Evil Dead Rise et dans Boîte Noire. Cependant, il y a une chose que je ne comprends pas. Parce que dans Evil Dead Rise, c'était logique pour renforcer la tension, pour nous surprendre nous spectateurs. Et en Dolby Atmos au cinéma, c'était vraiment super beau. Et à côté, pour Mathieu dans Boîte Noire, il y avait un complexe et on sentait que le silence, le fait qu'il n'entendait personne, ça lui permettait de se concentrer. Sachant qu'il était différent de ses collègues parce qu'il entendait mieux certaines choses, même si ses collègues ne le croyaient pas. Mais là, dans le cas d'Estelle, je ne comprends pas. Je suis pas contre, encore une fois, qu'on travaille le son. Au contraire, il faut travailler le son dans un film. Mais pourquoi cette séquence sur la plage, faut à tout prix qu'on comprenne qu'elle entend de rien, qu'elle est concentrée? C'est un détail, et c'est peut-être parce que j'ai vu Boîte Noire avant, mais sincèrement, ça me perturbe un petit peu cette scène. Et je dis pas que le travail est mauvais, au contraire, il est peut-être trop qualitatif. Après, le plus gros problème aussi, c'est que la bande-annonce nous avait promis que ça se concentrerait sur la disparition d'Anna, qu'Estelle va essayer de retrouver. Ouais, la disparition, elle arrive presque à la moitié du film, hein. C'est bien de faire une promesse comme ça dans la bande-annonce, mais si ça arrive aussi tard, voilà quoi. C'est un détail, je sais, mais moi j'aime pas quand la bande-annonce fait une promesse et qu'au final cette promesse soit arrive trop tard et la bande-annonce a tout misé dessus, soit n'arrive pas du tout. Là c'est arrivé, donc je me plains pas totalement, mais quand même ça arrive à la moitié du film alors que dans la bande-annonce, ça devait être le centre du film. C'est quand même incroyable. Après il y a certaines séquences qui traînent un peu, ce qui est étrange parce que j'ai pas eu cette sensation avec les précédents, mais celui-là j'ai eu un petit peu. L'attention n'est pas très efficace, l'émotion non plus, et la fin est très discutable, mais pour vous parler de la fin, je rentrerai en partie spoil tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de bien? Les personnages, ils sont plutôt sympathiques. Estelle, la pilote de ligne, qui a une vie tranquille, bien menée, détaillée, enfin plutôt pointilleuse, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les horaires, le temps qu'elle met pour ci, pour ça. Et après, il y a Anna qui revient dans sa vie, elle perd les repères, elle arrive plus à se positionner, elle fait des erreurs. J'avoue qu'en termes de développement, ce que représente Anna pour elle, et même sa perte, c'est intéressant. Oui, bon, ça c'est plus en termes de symbolisme. Après, Estelle est une femme normale qui avait essayé de tourner la page, et encore apparemment c'est pas elle qui était partie, c'était Anna. Et là, elle retrouve un peu la source de sa perturbation, et ça a un rôle à jouer. Après, j'avoue que le côté possessif d'Estelle, ça joue aussi un rôle, mais ça on en parlera plus tard. Après, on a son mari, joué par Mathieu Kassovitz, et oui, je suis désolé, j'ai pas retenu les noms, à part Estelle et Anna. D'ailleurs, Estelle, c'est Diane Kruger. J'aime bien ce mari, il est attentionné, il est là pour sa femme, il fait de son mieux pour l'aider. Bon, c'est vrai qu'on a quelques doutes sur le fait qu'il pourrait être violent, qu'il pourrait s'en prendre à elle, qu'il ait fait quelque chose à Anna, peut-être, mais en vrai, le personnage a beau être intriguant, il est tout de même intéressant. Et enfin, on a Anna, la maîtresse d'Estelle, je pense qu'on peut clairement dire que c'est ça. Donc elle est revenue dans la vie d'Estelle, sachant que c'est son ex, elle veut qu'Estelle retombe amoureuse d'elle, mais elle disparaît comme ça du jour au lendemain sans explication. Après,
il y a quelques aspects du personnage un peu inattendus mais qui marchent, mais j'en parlerai en partie spoil. Sinon, question décor, c'est superbe, question mise en scène aussi. J'aime bien le fait qu'ils rendent Estelle aussi minuscule sur certains plans. En même temps, c'est un peu logique aussi, elle est dans son monde parfait, un peu comme une fourmi, vous savez, parmi tout le monde. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas de plan où elle est au milieu de tout le monde, il y a plutôt elle toute seule à l'écran. Une petite fourmi isolée comme ça, c'est pas une mauvaise idée non plus. Après, c'est ma métaphore à moi, ça se trouve, je me gourre. Hein. Le jeu d'acteur est très efficace. Le scénario est assez bien écrit, l'intrigue est assez bien menée, moins intéressante que dans les précédents, mais quand même bien menée, j'ai pas grand chose à rajouter. Et bah voilà quoi, il y a beaucoup de bonnes idées, ça rend le film correct dans l'ensemble. Donc partie spoil, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà on peut parler de la révélation. Donc Anna n'a pas disparu, elle a été tuée et le cadavre a été dissimulé. Et en fait, on se demande pendant tout le long, mais qui l'a tuée? Parce qu'on a un flash de qu'elle a été assommée, qu'elle a du sang sur le front qui coule et tout, mais on ne sait pas qui c'est. Et puis finalement, on apprend que c'est Estelle, qui par jalousie Anna était avec une autre femme, qu'elle a couché avec une autre femme, hein, disons-le clairement. Et bah sur le coup de la colère, en plus de voir qu'elle a été prise en photo en plein acte, elle a pété un plomb et elle a pété un vase sur elle. D'ailleurs à ce moment-là, Anna elle agit un peu comme je dirais un serpent. Tu sais, elle fait comme si que c'était que des photos, que tout allait bien, que ça risque rien. Mais comme c'est son ex, je pense qu'elle avait une intention de vengeance en publiant les photos ou en les exposant. Bon, même si c'était une folle pas très appréciée, mais quand même, je pense qu'elle avait une idée derrière la tête pour avoir fait ça. Donc je peux comprendre pourquoi Estelle a pété un plomb, et après ça, son mari est venu, il a caché le corps, hein, il l'a fait disparaître tout simplement, et il a essayé de faire oublier à Estelle ce qui s'est passé en lui donnant des médicaments très forts. Ce qui fait aussi que ça perturbe totalement Estelle parce qu'elle n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'elle fait. Elle fait des erreurs du style un pilotage d'avion, elle a failli dérailler, foncer sur un autre avion. En termes de révélation, ça fonctionne bien. Par contre, il y a une révélation qui ne marche pas dans ce film. On est au début du film, on voit Estelle qui arrive après avoir nagé, qui voit une personne en fauteuil roulant et une personne debout qui l'observe. Et elle va vers la maison d'Anna. Mais on sait pas que c'est la maison d'Anna, on sait juste que c'est une maison. On nous montre après que c'était un rêve qu'Estelle a fait. Pourquoi pas, ça fonctionne. Je veux dire, tu peux faire des rêves comme ça, des rêves prémonitoires. Sauf qu'à la fin du film, on découvre que cette personne en fauteuil, c'était en fait Estelle dans le futur et son mari. Je me dis pourquoi pas, ok, on se rend compte que c'est eux. Et la fin nous montre les deux en train d'observer la Estelle du passé qui est en train d'aller vers la maison après avoir nagé. Alors, c'est une fin qui fonctionnerait si on était dans un film qui se veut de parler du temps ou si ça avait un vrai message derrière. Et je pense que ça en a un. C'est une espèce d'avertissement du fait qu'elle observe mais qu'elle ne peut pas changer les choses. Ok, mais il y a juste un petit problème pour moi. On nous a dit que c'était un rêve. Donc comment ça se fait? Parce que là c'est réel, hein, c'est pas un rêve. Quand ils arrivent pour regarder, c'est pas un rêve. Donc comment ça se fait qu'elle se voit elle-même en bas et que la caméra à la fin se concentre à nouveau sur elle, du passé, pour aller dans la maison? Ça veut dire quoi? Qu'on est dans une boucle temporelle? C'est pour ça que j'aime pas trop la fin, parce que ça me fait poser des questions que je ne comprends pas. Après, il y a peut-être des choses qui m'échappent, ça peut arriver, mais voilà. Bon, bref, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Oui, j'aurais fait très brouillon, hein, je ferai pas ça souvent, mais là c'est exceptionnel. Donc au final, Vision, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est correct, mais honnêtement, ça vaut pas les deux précédents. Je préfère revoir Un homme idéal ou Boîte noire que de revoir Vision. Après, est-ce que ça vaut le coup au cinéma? Alors, j'avoue que les visuels sont magnifiques, rien que pour ça, ça vaut peut-être le coup. Mais bon, quand tu sais le prix d'une place de cinéma, et encore ça dépend de votre cinéma proche de chez vous, je ne pense pas que ça vaille le coup au cinéma. Du moins, ça vaut pas 15 € ou 9 € la séance. Donc, à vous de vous faire votre idée. Moi, personnellement, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai trouvé que c'était un peu intéressant, mais c'est sûr que j'ai regretté Boîte noire et Un homme idéal. Mais c'était tout de même intéressant, et je pense que je vais beaucoup m'intéresser à la filmographie de Yann Gozlan maintenant, parce que ça fait 3 films qu'il fait, 3 films que j'apprécie. Enfin, un que je trouve sympa, un que j'ai beaucoup aimé, et un que je trouve correct mais sans plus. Mais je vais quand même m'intéresser à sa filmographie parce que j'aime beaucoup la manière dont il gère l'intrigue et sa mise en scène. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!